14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Si nous ne sommes pas capables, tous, de prendre la situation comme elle est, on va pas se mentir, il n'y aura pas de vote de budget. alors nous allons vers de très graves déboires. Il nous faut chier, n'écoute rien de ce pays de merde, ça va finir au bout des cordes tout ça. Des bons à rien, j'ai pas d'autre mot. On va tous crever avec cette ministre. Toute la société le paiera, toutes les entreprises, tous les salariés, toutes les familles. Je vous souhaite une très belle, une très heureuse année 2026. T'en fais pas, Simone. Et puis n'oublions pas que nous sommes en guerre, hein. C'est une phrase qui revient souvent dans la bouche du président de la République. Bienvenue dans la France, dans tous ses états, en ce lundi 5 janvier 2026. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs de Sud Radio. Nous sommes toujours avec Maude Koffler. Bonjour qui à a tous fêté et la bonne fin année. d'année de façon glorieuse. Nous avons toujours Julien Delmas qui s'occupe de la technique et Emmanuel Galasso qui attend vos appels au 0826 300 300. Et je vois même Elvin que vous ne connaissez pas beaucoup mais qui est un homme essentiel. C'est grâce à lui que vous apprenez tout ce qui se passe de formidable sur Sud Radio via le web et Internet. Eh ben, nous nous retrouvons au début de cette année 2026. Il va se passer une année qui va être, vous allez me dire, mode tous les ans sont riches en actualité. Celle-ci s'annonce particulièrement juteuse et fournie en phénomènes divers et variés qui mettent la France dans tous ses états. Et nous sommes aujourd'hui encore dans un état d'exaltation totale par rapport à l'actualité. Tout d'abord parce que nos paysans sont toujours en colère, la crise agricole est loin d'être réglée et la panique gagne un gouvernement qui s'affole, qui semble de plus en plus dépassé. Nous en discutons avec Pierre Lacube, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Toujours pas de budget, donc il y a la loi spéciale. Sébastien Lecornu passe par, j'allais dire les fourches à Claudine pour trouver une solution. Aucune garantie de majorité. On décryptera les vrais enjeux du budget. Nous sommes le 5 janvier. Il faut savoir comment la France va pouvoir gérer les budgets de la République avec Jean-Philippe Delsol, président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Donald Trump est en roue libre, là c'est clair. Le droit international est explosé. L'Amérique est-elle devenue une menace après l'invasion de l'Ukraine par Monsieur Poutine? L'ordre international est totalement perturbé. Est-ce que la France doit y penser, l'Europe? Est-ce qu'il y a grâce à ces tragédies, est-ce qu'on doit repenser notre souveraineté nationale et prendre les mesures qui s'imposent? Est-ce qu'on en a encore les moyens? Nous aurons l'avis du colonel Per de Jong, vice-président de l'Institut Temlis. Alors nous apprenons qu'on va avoir une petite baisse sur la facture d'électricité. Oh, c'est plus bougag, hein. Il s'agit de 10 à 12 euros par foyer pour cette année. On va comprendre les mécanismes qui conduisent à cette baisse tout à fait symbolique. Faites-vous partie de ceux, ma chère Maude, qui aimeraient prolonger les vacances? La réponse est oui. Qui contre un stress. Moi, au contraire, j'ai attendu. J'ai dit, quand est-ce que je vais retrouver Maude? Mon stress était de me dire que je risquais de ne pas vous revoir. Si vous aviez abusé de mes vacances. De la Fenech, vous auriez dit, elle est un peu malade, elle ne peut pas reprendre tout de suite. Non, voilà, tout va bien. Non, mais il y a des gens qui stressent effectivement à l'idée de reprendre leur travail. On reviendra sur un sujet qu'on voulait évoquer, c'est l'épée de Jeanne d'Arc. Mais oui, qui a disparu. Qui a été volée. Est-ce que quelqu'un voudrait-il délivrer Orléans et bouter les englures de France? C'est déjà fait, mais on peut trouver d'autres idées. Maude Koffler nous en parlera. Et puis, après la fermeture du centre aquatique de Marineland à Antibes pour la cause animale, parce que ces animaux étaient maltraités, eh bien, finalement, les cétacés qui sont restés sont en danger de mort. Et puis, nous apprendrons aussi avec vous, Maude, que Sofia Chikiro a été rattrapée par la justice. Et si on a quelques secondes, nous écouterons les excuses de Brigitte Macron, qui vraiment se désole d'avoir eu cette formule malheureuse contre certaines féministes. Voilà le menu de cette première émission de l'année 2026. On est content de vous retrouver. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico.
Nous ne pouvons pas faire abstraction, même si c'est survenu le 31 décembre et que l'actualité internationale est venue, j'allais dire, prendre la première place de la tragédie de Crans-Montana en Suisse. C'est 19 blessés, 40 morts, dont 20 mineurs. Et le ministère des Affaires étrangères a donné des chiffres pour ce qui concerne la France. Il y a 23 ressortissants français et 9 Français décédés, des parents, des enfants. On va pas tous les citer. Giovanni Putelli était un père de 2 enfants, Siane Panine qui était serveuse, Noémie Dabin, étudiante de Toulouse, Matteo Lesguer qui était DJ de la soirée. Il y en a 5 autres, je vais pas faire ici l'inventaire. C'est pour dire qu'évidemment nous pensons aux familles, nous pensons à cette tragédie, nos enfants, certains des mineurs avaient 14-15 ans. Nos enfants, on les voit partir pour célébrer la fin de l'année dans un bar de nuit, une discothèque à Crans-Montana, qui est une station, j'allais dire, huppée de la Suisse. La Confédération helvétique passe pour un pays où les normes, les règles, que c'est un pays sérieux. On se moque souvent d'ailleurs de la Suisse en disant qu'ils sont rigoureux et exigeants. Et on apprend on revit une tragédie épouvantable dans des conditions atroces. Aujourd'hui, on imagine le désarroi surtout des familles, des mamans, des papas ne savent pas où leur enfant, est-ce que leur enfant y est, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est blessé, où est-ce qu'il est. Et je veux juste rappeler qu'il y a 55 ans, le 1er novembre 1970, à Saint-Laurent-du-Pont, une boîte de nuit qui s'appelait un dancing, comme on disait à l'époque, le 5-7. Même chose, incendie en sous-sol, 146 morts, c'était il y a 55 ans. On avait dit à l'époque que toutes les mesures seraient prises partout pour que jamais ce genre de tragédie ne se reproduise. Elle s'est reproduite en 2026. Nous avons commencé, pourvu que ça soit pas un symbole, nous avons commencé cette année par cette tragédie qui aurait pu être parfaitement évitée. L'enquête, bien sûr, va voir ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des négligences. Les propriétaires disent qu'ils ont eu 3 contrôles en 10 ans, mais est-ce que les contrôles étaient au bon moment? Est-ce qu'il y a eu des modifications depuis? Est-ce qu'on est encore victime d'une globalisation? On a des produits pas chers, avec des normes qui sont pas respectées, qui existent, avec des contrôles qui doivent être faits mais qui sont pas faits. Enfin, le résultat est là. 119 blessés, 40 morts, c'est absolument épouvantable. Et on pense aux familles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait connu la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont, qui était proche d'une des victimes. Tragédie de Saint-Laurent-du-Pont, qui avait d'ailleurs, l'anecdote est là, quelques jours après, le journal Harakiri titre, après la mort du général de Gaulle le 9 novembre, c'était le 1er novembre, 9 novembre, balle tragique à Colombey, 1 mort, par allusion à ce balle tragique à Saint-Laurent-du-Pont, et Harakiri avait été interdit par le gouvernement en considérant que cette une était totalement insultante pour la mémoire du général de Gaulle, et en réponse, Harakiri s'était rebaptisé Charlie Hebdo, pour lequel il y a eu ensuite une autre tragédie. Voilà, donc notre pensée aux familles de Crans-Montana et l'espoir surtout que quand un gouvernement dit prendre des mesures de contrôle et de normes, et ben finalement ces normes, elles sont utiles, elles sont essentielles et elles sauvent des vies. Allez, vous restez bien avec nous. En France, la trêve hivernale n'aura pas duré pour les agriculteurs qui entendent reprendre leur mobilisation dans toute la France. On en parle dans un instant avec le président de la Chambre agricole de l'Ariège. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La trêve hivernale étant passée, les agriculteurs entendent reprendre leur mobilisation à travers toute la France face à la crise de la dermatose nodulaire contagieuse notamment. Mais avant cela, le Premier ministre Sébastien Lecornu a prévu de recevoir les syndicats agricoles dès aujourd'hui, non pas pour les rassurer, mais pour leur dire les choses clairement, a-t-il résumé dans une lettre ouverte parue hier dans la presse quotidienne régionale. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, appelle, elle, à la désescalade. On en parle aujourd'hui avec le président de la Chambre agricole de l'Ariège, où une première action a été menée ce matin devant la sous-préfecture à Saint-Giron. Bonjour Philippe Lacube. Oui, bonjour. Bonjour Philippe Lacube, merci d'être sur Sud Radio avec nous. On vous entend souvent sur cette antenne parce que vous êtes au cœur de l'actualité. C'est votre département qui a été le premier touché par la dermatose et vous êtes président de la Chambre d'agriculture. Donc la meilleure situation pour faire un décryptage. Philippe Lacube, il semblait que le gouvernement voyait la page se tourner et que le dossier de cette tragédie, cette épidémie était en train de s'arranger. Pas du tout. Les agriculteurs, les paysans de France sont toujours en colère, surtout dans votre région. Vous estimez que c'est que de la malchance ou que tout le nécessaire n'a pas été fait pour enrayer cette crise agricole? Ce que je pense, c'est que la maladie va plus vite que le vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans ses décisions de ces derniers mois, a un temps de retard. Et la maladie, aujourd'hui, prend une nouvelle forme de dispersion
dans le sens où jusqu'à maintenant, dans les Pyrénées-Orientales comme dans les Savoies, vous aviez un foyer principal et autour de ce foyer, vous aviez 10-12 cas qui se développaient. Aujourd'hui, on voit bien que cette maladie, elle est partie des Pyrénées-Orientales, elle fait 100 km pour venir dans l'Ariège, puis elle va dans les Hautes-Pyrénées, elle revient en Haute-Garonne, elle s'en va dans l'Aude, elle revient dans l'Ariège. Chaque fois, des sauts de 60-70 km qui sont très inquiétants et qui marquent vraiment un changement, une rupture dans la dissémination de cette maladie. Et en ça, c'est extrêmement grave. Rappelez-nous quel est le vecteur de contamination. On parle d'insectes. Et on dit que s'il y a un grand froid, peut-être que le grand froid aurait limité la propagation de cette maladie. Ça ne semble pas être le cas. Alors, votre réflexion est intéressante. En effet, le principal vecteur de la maladie, c'est le stomox, qui est une grosse mouche ou un dent, qui, eux, vont être évidemment impactés par des températures qui sont froides. Sauf que la maladie en elle-même, elle est très résistante au froid. Ça veut dire que la maladie, elle peut être là, sous-jacente, présente, ne pas s'exprimer rapidement. Et en tout cas, elle, si vous voulez, contrairement à ce qu'on peut croire, la maladie est très résistante au froid. Le vecteur, lui, n'est pas résistant au froid, mais la maladie, oui. C'est un virus. C'est un virus. Hein, on rappelle que c'est un virus. Hein, oui. Exactement, c'est un virus. Vous avez tout à fait raison de le préciser. Et donc, la maladie, elle, moi, je pense qu'elle avance de manière larviée, de manière insidieuse. Voilà, qu'elle passe comme une lame de fond dans beaucoup d'élevages, sans qu'on le sache forcément, et qu'à un moment donné, elle va s'exprimer sur un animal qui peut être un peu plus faible, et là, avec tous les dégâts qu'il y aura derrière, l'abattage total, etc. Mais Philippe Lacube, est-ce que ça signifierait que la contamination pourrait être obtenue par d'autres biais que l'insecte, qu'un animal volant? Non, c'est pas aérobie, ça ne... Est-ce qu'il y a des hypothèses aujourd'hui qui disent attention, ça pourrait ne pas être que la mouche? Ouais, je pense que vous avez bien raison de poser cette question. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit encore une fois la propagation telle qu'elle se passe, je pense qu'on a des incertitudes et des manques de connaissances sur cette maladie. Et je pense, en effet, moi je me pose beaucoup la question là-dessus, quand je vois encore une fois les cas chez moi de gens qui aujourd'hui ont eu des animaux positifs dans des troupeaux, dont d'ailleurs certains étaient vaccinés depuis 15 jours, j'ai du mal à comprendre que la propagation de la maladie soit uniquement liée à ce stomox ou à ce dent. Je pense qu'il y a d'autres possibilités qu'on ignore certainement, mais qui existent. Alors, une des indignations les plus marquantes est que on a dû abattre des troupeaux qui avaient été vaccinés au fait que le vaccin n'était pas encore entré de façon efficace. C'est quelque chose qui est choquant, où il faut appliquer le principe de précaution même si le troupeau a été vacciné, ou est-ce que c'est absurde, il vaut mieux attendre un petit peu le temps que le vaccin fasse effet, à condition que le vaccin fasse effet? Est-ce qu'on se pose aujourd'hui la question de savoir sur l'efficacité de ce vaccin? Ce vaccin, il est réputé comme étant très efficace, c'est-à-dire avec 90-95% d'efficacité. Comme tout vaccin, il n'y en a aucun qui est à 100%, mais il est considéré comme très efficace. L'incompréhension chez nous, les éleveurs, parce que je suis éleveur de vaches gasconnes, oui, bien sûr, dans les Pyrénées à la frontière avec l'Andorre, l'incompréhension, c'est cet abattage total après vaccination. Et je crois que ça, aujourd'hui, même la ministre que j'ai eu au téléphone hier l'a compris. Il faut que nous, les éleveurs, nous ayons quelque part une lumière au fond du tunnel. Il faut nous dire, à un moment donné, s'il y a un cas de dermatose, après vaccination, on ne vous abattra pas le troupeau. Parce que ça, c'est intenable. Imaginez que pour un éleveur qui a fait le boulot, qui est vacciné, etc., vous trouvez 21, 28, 30 jours après un cas de dermatose, alors que vous avez quand même énormément de chances que votre troupeau soit par ailleurs protégé, puisque le vaccin aura fait son effet. Mais pour un animal, on vous tue l'ensemble du troupeau. Ça, aujourd'hui, dans la nature, dans la terreur que peut procurer cette maladie chez les éleveurs, c'est pas entendable. Et en plus, je voudrais vous rajouter quelque chose, ça a un effet pernicieux. C'est comme les gars, ils se disent, j'ai une vache qui est malade, si je me dénonce, je vais avoir l'abattage total. Le risque, c'est qu'il y ait des gens qui ne déclarent pas. Et ça serait bien sûr. parce que ça favorise la dissémination.
Alors qu'on n'aurait pas d'abattage total, on aurait à partir de la vaccination un abattage partiel, mais les gens déclareraient plus facilement l'animal malade et pourraient être mis hors circuit. Philippe Lacube, en l'état actuel des connaissances vétérinaires, si un troupeau est touché, est-ce que ça veut dire que s'il y a une bête est contaminée par la dermatose, est-ce que ça signifie que systématiquement le reste du troupeau va être contaminé ou ce n'est pas systématique? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Il y a deux choses. Déjà, bon, avant vaccination, ce n'est pas systématique. Hein. Il peut y avoir des animaux qui sont porteurs de la maladie, alors porteurs en exprimant oui. les symptômes ou en ne les exprimant pas. Oui. Il y a des animaux qui ne sont pas porteurs. Et ensuite, après vaccination, on aura quand même tout un tas d'animaux qui auront acquis l'immunité donnée par la vaccination. Et au milieu, avoir un ou deux animaux qui, eux, le vaccin n'ayant pas été efficace, puisqu'on le sait encore une fois, un vaccin n'est pas efficace sur 100% d'une population, hein, humaine comme animale. À ce moment-là, il restera quelques animaux marginaux qui peuvent exprimer la maladie. Et c'est là, à mon avis, qu'on fait l'erreur de vouloir continuer à tuer tous les animaux de ce troupeau-là. Philippe Lacube, je voudrais vous poser une question très précise. Vous êtes éleveur de Gascogne. Est-ce qu'il y a eu des cas de Gascogne contaminés par la dermatose ? Oui, il y en a eu dans les Pyrénées-Orientales. Alors, dans l'Ariège, pour le moment, non, on n'est pas sur des Gasconnes. Mais ça pose aussi la question particulièrement intéressante, je pense, qui est sous-jacente, des races à petit effectif. Ces races à petit effectif, qui sont des races patrimoniales, des races absolument extraordinaires, rustiques, adaptées à des territoires, etc., elles sont, avec cette maladie, si on continue ce protocole, en danger d'extinction. On peut perdre, avec l'abattage total, des races aujourd'hui à petit effectif. Et vous en conviendrez, pour de multiples raisons, combien ça serait dommage. Je vous pose la question parce que vous vous souvenez de la grippe aviaire dans le sud-ouest, notamment dans les Landes au Pays Basque, la race de canard Criachella, qui est le criassou en gascon, semblait immunisé par rapport à l'épidémie, par rapport au mulard classique, j'allais dire produit de façon plus intensive. Est-ce que justement notre patrimoine agricole des races, ces races rustiques, ces races montagnardes, qui ont résisté à l'histoire, je dis pas que c'est systématique, ne sont peut-être pas, est-ce qu'elles sont pas plus armées, plus préparées par leur rusticité, par leur adaptation au terrain à des maladies, que des races qui ont été un petit peu, j'allais dire, produites de façon, pas industrielle, mais enfin de façon intensive. Est-ce que notre patrimoine agricole ne présente pas en lui des richesses qui permettent de réétudier un peu la question en fonction de la réalité de la ruralité agricole? Alors, il faudrait là-dessus certainement avoir une étude plus poussée. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que les derniers cas en Ariège, enfin l'avant-dernier, c'était des Salers. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu des Gasconnes, il y a eu des Aubrac. Voilà, il y a des blondes d'Aquitaine. Oui, mais ce sont des races déjà très, très généralisées. La Gasconne, c'est une race spéciale. La pyrénéenne, la basquaise, vous voyez ce que je veux dire. On a eu malheureusement des cas en troupeau gascon, et pourtant un troupeau gascon très, 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 très bien mené. Moi, je vous dis, je pense que la maladie, elle avance de façon larvée, et je pense que, oui, c'est vrai, un animal en état de faiblesse, un animal moins solide, comme ça peut arriver, va exprimer cette maladie. Alors, certainement que dans votre analyse, il y a beaucoup de vrai, que la résistance de races rustiques, immémoriales, etc., sera plus importante. Pour autant, aujourd'hui, on a quand même des animaux de toutes races qui sont impactés. Philippe Lacube, le Premier ministre reçoit aujourd'hui plusieurs syndicats agricoles. On sait aussi qu'il y a eu de nombreuses actions coup de poing, y compris en fait pendant les vacances, et notamment cette nuit en Ariège. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, a appelé à faire descendre cette pression. Vous, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un fossé entre la communication du gouvernement, les actions du gouvernement et le terrain? Alors, oui, alors moi je suis président de la Chambre d'agriculture, voilà, je suis pas responsable d'organisation syndicale, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui le contexte est incandescent, lié à ces deux choses, la DNC et puis l'imminence possible de la signature du Mercosur, qui sont deux éléments incompréhensibles pour toute la profession. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais eu une ministre qui était restée ferme sous ses pattes arrière, en disant on maîtrise. J'ai toujours dit qu'il ne maîtrisait rien du tout, que ce n'était que des éléments de langage. On le voit avec le développement de la maladie. Je l'ai eu au téléphone hier. Je l'ai senti quand même beaucoup plus encline à faire évoluer cette opposition
et à faire des ouvertures. J'ose espérer que les organisations syndicales qui sont reçues ce soir et demain auront des réponses qu'attend toute la profession. Parce que là, dans le sud-ouest, dans un contexte, vous savez, agricole, où on a les plus petits revenus de France, où c'est compliqué quand même d'être dans ce métier, où il y a un climat anxiogène extraordinaire. Tous les éleveurs ont peur en rentrant chaque matin dans leur ferme. J'ose espérer que ce soir, le Premier ministre à Matignon fera des annonces intéressantes, notamment sur l'abattage total à la profession. J'ose l'espérer. J'ai senti qu'il y avait une évolution ces derniers jours. Merci Philippe Lacu pour votre témoignage précieux. Et puis bon, je pense que nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour continuer à débattre de cette tragédie agricole. Merci pour votre présence. À très vite. Allez, vous restez bien avec nous. La facture d'électricité qui diminue, les médecins libéraux en grève, les animaux de Marineland en danger. Tant de sujets qui ne peuvent que vous faire réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le retour de vacances. Nous, on l'a pas eu ce mot parce que ni Julien Delmas ni Emmanuel, au contraire, on attendait devant notre réveil l'heure de retour à Sud Radio pour trouver nos auditeurs. Je plaisante, mais c'est vrai qu'on est revenu le cœur joyeux. Mais, tout le monde grimace. Non, mais c'est un phénomène extraordinaire. Et cette étude de Pignonoué, vous avez un stress. Donc, alors les gens vous disent, j'ai l'impression de replonger dans un bain d'eau froide. C'est un choc. Le travail sans transition, on reprend tout de suite. Mais ça veut dire qu'on est dans une époque quand même de fragilité et d'affaiblissement du comportement professionnel, voire de la conscience professionnelle, avec un seuil qui commence à être très inquiétant. Si aujourd'hui c'est un phénomène social, on se demande à quand l'assistance psychologique pour le retour de vacances. Dès que vous arrivez, vous prenez votre bureau. Alors au télétravail, ça va être pas violent, mais quand vous trouvez votre chef de service, tout de suite après vous allez à l'assistance. C'est que qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben j'étais en vacances 15 jours. Voilà, j'ai mangé des huîtres et du foie gras. Et là il faut que je reprenne mon travail. Et c'est terriblement éprouvant. En tout cas pas sur Sud Radio, ma chère. Quand je vois les visages éclairés et joyeux de tous nos collaborateurs, je vois bien que ce stress n'existe pas ici. Rendez le bijou de la couronne. Alors, stress. Là, il s'agit de Jeanne d'Arc. L'épée de Jeanne d'Arc a été volée. Mais qui a pu vous voler l'épée de Jeanne d'Arc? Après les joyaux de la couronne, l'épée de Jeanne d'Arc a été dérobée. Alors, pas la vraie, je vous rassure, il s'agit de l'épée armant la statue de Sainte Jeanne d'Arc, place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement de Paris. Ça s'est passé le 2 janvier à 10h du matin, en pleine journée. Un homme a escaladé la statue équestre, a réussi à arracher la lame en bronze. Il faut y aller quand même. Il a été interpellé peu de temps après par une patrouille qui passait par là. Les motifs ne sont pas connus, le profil non plus. La mairie du 8e a déjà annoncé qu'elle porterait plainte. Et pour la signature historique, cette statue qui appartient au musée d'Orsay est l'œuvre de Paul Dubois, réalisée fin 19e. Elle est la seule statue parisienne représentant Jeanne d'Arc, brandissant une épée de la main droite. L'autre, célèbre, place des Pyramides, est faite d'or et de bronze et brandit un étendard. C'est à ses pieds que le Rassemblement national et le Front national jadis célébraient la fête nationale de Jeanne d'Arc chaque 1er mai, une tradition abandonnée depuis peu par Marine Le Pen. C'est étonnant quand même ce fantasme d'aller se saisir de cette épée. Alors, c'est très bizarre. Oui, alors Jeanne va-t-on délivrer Orléans et bouter les Anglais hors de France? Pourquoi pas? Alors Orléans est délivré, c'est pas vraiment les Anglais qui nous occupent. Mais enfin, nous savons qu'aujourd'hui il y a des
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le budget revient au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous en aviez marre, et c'est pas fini. Une loi spéciale a été votée en fin d'année dernière pour assurer la continuité de l'État, mais les parlementaires vont devoir trouver une issue dans les jours à venir. Le gouvernement est partagé entre un compromis avec le Parti socialiste et l'usage finalement du 49.3. On en parle avec l'avocat fiscaliste Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe Delsol, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous pour décrypter cet imbroglio politico-budgétaire. Sébastien Lecornu semble en difficulté pour arriver, comme l'était d'ailleurs François Bayrou l'an dernier. La vérité, c'est uniquement un enjeu politicien, c'est-à-dire de trouver une majorité et d'avoir le compromis pour avoir ce budget, ou il y a aussi un enjeu économique précis par rapport auquel le gouvernement aurait peu de marge de manœuvre? Pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup moins d'enjeux économiques que beaucoup le disent. Et je vais vous donner des exemples étrangers. L'Espagne vit sans budget depuis 3 ans. Elle n'a jamais aussi bien fonctionné. La Belgique, au cours de ces dernières années, a vécu pendant près de 2 ans sans budget. Ça a été une période formidable. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de budget, le gouvernement ne peut pas voter de nouvelles lois pour imposer les uns les autres, etc. Il ne peut pas augmenter les impôts. Il est obligé d'en rester à ce qui avait été décidé auparavant. Enfin, un peu de stabilité fiscale. Et ça, c'est peut-être formidable. Ça mérite en tout cas de le méditer. Absolument. Est-ce que Sébastien Lecornu, pour autant, doit se faire l'honneur, doit s'imposer un budget, ou est-ce qu'en République française, on a des moyens législatifs? Alors, pouvez-vous nous dire en 2 mots en quoi consiste la loi spéciale? Roland Lescure disait, c'est comme si on attendait un petit peu, avant d'aller à la station-service, c'est un petit complément de carburant qui nous permet d'arriver à la pompe. On pourrait dire ça. En réalité, c'est un peu plus que ça tout de même. En réalité, la Constitution impose, c'est assez logique, des délais très précis pour adopter la loi de finances. Et il y a un grand principe théorique qui dit qu'une loi de finances, elle ne peut voter des impôts que pour l'année au cours de laquelle elle est votée. Dans le principe, on a admis une sorte de rétroactivité pour l'année en cours, mais pas pour l'année précédente. Et donc, si au 31 décembre d'une année, on n'arrive pas à voter une loi de finances, eh bien l'année suivante, on peut voter une nouvelle loi de finances, mais elle ne pourra pas rétroagir. Bon, ça, c'est la première règle. Elle ne pourra pas rétroagir, en tout cas, de manière défavorable aux contribuables. Elle pourra être plus favorable, mais pas plus défavorable. Vous voulez dire, ça veut dire quoi? On ne peut pas engager de nouvelles dépenses? On ne pourra pas voter des nouveaux impôts sur le revenu ou les bénéfices des sociétés. Ça veut dire ça, essentiellement. C'est très précis, c'est très clair. C'est assez clair. Par contre, le gouvernement, il doit, et ça aussi c'est très, très précis dans la Constitution, il doit disposer des moyens de continuer à vivre. On ne peut pas avoir, vous savez, aux États-Unis, il y a une possibilité que le gouvernement n'ait plus d'argent, alors il ne paye plus les fonctionnaires rentrent chez eux, ils ne sont plus payés. Bon. Là, en France, ce n'est pas possible. En France, l'État doit continuer à disposer des moyens de vivre. Et pour ça, on prévoit en clair que quand il n'y a pas de budget, de loi de finances à la fin de l'année, eh bien, il y a quasi automatiquement, on le fait voter au Parlement, mais qui de fait ne peut pas le refuser, une loi qui maintient les crédits de l'année précédente par 12e, en quelque sorte, sur l'année suivante. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas de loi de finances, le gouvernement peut utiliser, à minima, juste pour faire vivre les services tels qu'ils sont, et éventuellement pour engager, mais c'est très limité, des dépenses nouvelles d'intérêt vraiment urgent, impérieux et général, eh bien, le gouvernement va reconduire les dépenses et les ressources de l'année précédente. Aujourd'hui, Jean-Philippe Delsol, l'enjeu politique, économico-politique porte sur quel créneau? Sébastien Lecornu est un libéral, il veut faire passer un budget qui a été repensé, qui a été adapté, ils annoncent même qu'il y a des mesures qui sont très importantes. Ensuite, on va rentrer en négociation au sein de l'Assemblée nationale pour trouver une majorité. Quelles sont les concessions qui sont acceptables pour Sébastien Lecornu? Quelles sont celles que le Parti socialiste demande, sur lesquelles lui ne pourrait pas faire d'efforts, faire de concessions? Alors, il est où l'enjeu politique là? C'est je vous laisse l'originalité de vos propos, disant que M. Lecornu serait libéral. Moi, je pense qu'il est d'abord opportuniste. Et la preuve en est,
qu'il cherche par tous les moyens à adopter une loi de finances, alors que je vous en ai démontré, je crois, que la nécessité n'était pas absolue, loin de là. Bon, mais il est prêt à tout, c'est-à-dire il est prêt, au fond, à passer un pacte avec les socialistes. Il l'a démontré pour le budget de la sécurité sociale, la loi de finances de la sécurité sociale, qui, elle, a été adoptée au mois de décembre. Il l'a fait comment ? En faisant des promesses à tout va aux socialistes et aux écologistes. Mais jusqu'où peut-il aller ? Jusqu'où peut-il aller sans se renier ? Vous voulez un impôt sur le capital ? Vous l'avez. Alors, je crois qu'on va revenir à des débats de ce genre. C'est-à-dire que les socialistes ont un grand enjeu politique. Pour eux, il faut qu'ils reprennent le leadership par rapport à LFI. Et il faut qu'ils reprennent ce leadership en étant à la fois assez raisonnable pour réunir et assez intransigeant et excessif pour rester bien marqué à gauche. Et ça, c'est tout leur enjeu. Et leur enjeu, il est donc, en fait, à vendre à Le Cornu. Et je pense que Le Cornu sera prêt à vendre son âme, donc à vendre ces idées que vous évoquiez comme libérales. Peut-être que c'était un peu ça au départ, pour qu'il y ait une loi de finances, ce qui en soi est stupide, car en fait, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas d'adopter une loi de finances, c'est de conduire une politique. Et la loi de finances n'est qu'un moyen parmi beaucoup d'autres, et qui n'est pas non plus aussi indispensable que l'on croit. Ce qui signifie que si Sébastien Lecornu ne veut pas faire de concessions, ou qu'elles vont au-delà de ce qu'il est capable de concéder, on reconduira le budget 2025 ou le 49.3. Voilà. Ce sera l'un ou l'autre, et même le 40. Alors le 49.3, effectivement, mais avec le 49.3... Qui n'est pas une solution, hein. C'est-à-dire que le 49.3 est une solution qui est extrêmement dangereuse. À cet égard, d'ailleurs, Sébastien Lecornu a en partie raison. C'est-à-dire que le 49.3, il peut aussi conduire à une nouvelle dissolution du gouvernement. Et donc peut-être du Parlement, à une nouvelle démission du gouvernement, et donc une nouvelle dissolution du Parlement. Vous, depuis votre institut de recherche économique et fiscale, Jean-Philippe Delsol, si vous étiez, pas aux commandes, si vous étiez consulté pour ce budget 2026, quelle est la première mesure ? Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut faire des économies ? Est-ce qu'il y a des dépenses à engendrer ? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut soutenir et d'autres au contraire sur lesquels il faut revenir ? Alors, en effet, je crois que la grande erreur de ce budget 2026, c'est qu'il ne raisonne qu'en recettes supplémentaires pour combler le déficit, alors que pour combler le déficit qu'il faut effectivement combler, il est inimaginable de laisser finalement la France avec un tel déficit qui se reconduit d'année en année, qui s'amplifie même d'année en année. Eh bien, il faut réduire les dépenses. Et au fond, on n'entend plus parler de réduire les dépenses. On n'entend que comment trouver de nouvelles ressources. Je crois que la priorité, c'est donc de faire des coupes sombres dans un certain nombre de dépenses. Elles sont possibles, ces économies. Elles peuvent être même considérables. Dans notre institut, à l'IREF, nous avons estimé que nous pouvions faire, dans le temps, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique, mais dans le temps, on peut faire des dépenses allant jusqu'à 200 milliards par an. Nous les avons chiffrées et c'est possible. Donc, c'est là une faute même du gouvernement que de ne pas engager ces économies de manière drastique. Est-ce que le modèle social reste quand même, j'allais dire, le point le plus douloureux, le plus compliqué de cet enjeu budgétaire ? Oui, merci de le dire. Ce qui est vrai, c'est que, en fait, les gouvernements successifs, de quelque couleur qu'ils soient, ont habitué les Français à être assistés. La France est le pays qui a en pourcentage de son produit intérieur brut, c'est-à-dire de ses richesses, de la production de richesses, c'est le pays qui a le taux de dépenses sociales, 32 à 33% environ de son PIB, le plus important du monde. Et en fait, cela est à la fois très inquiétant et très rassurant, car si c'est le taux le plus important du monde, ça prouve que bien d'autres pays, l'Allemagne, les pays scandinaves, etc., des pays donc raisonnables où on vit très bien, la France peut réduire ses dépenses au niveau de ces autres pays. Et c'est là d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'il y a très vite des 200 milliards de dépenses à faire possibles. Et je crois qu'il faut non seulement en fait bien sûr réaliser des économies, il faut changer de mentalité.
Il faut passer de l'assistanat à la responsabilité. On est bien d'accord, Jean-Philippe Delsol. En fait, nous ne produisons plus de façon industrielle les richesses nécessaires au financement de notre modèle social. Jean-Pierre Levat disait, nous sommes allés chercher à l'extérieur ce que nous ne produisons plus à l'intérieur. Est-ce qu'une des solutions serait, dans une vraie volonté politique, de reproduire en France, de recréer en France une production industrielle qui engendre des richesses, donc des salariés, donc des cotisants? Alors, vous avez... bien sûr, vous avez en partie raison, mais où est la cause, où est l'effet? En fait, si vous laissez, parce qu'on insiste trop les gens, qu'on ne peut plus produire en France. Le coût des cotisations sociales, des impôts, etc., sont trop lourds pour la France. Et donc la France s'affaiblit sur le plan industriel, commercial, agricole aussi. Hein, l'agriculture est trop chère dans sa production et donc on arrive moins à exporter. On était le premier exportateur, maintenant on est loin derrière les autres. Et il faut arriver, en passant de cette politique d'assistance à une politique de responsabilité, à trouver un nouvel équilibre qui soit plus raisonnable pour tout le monde. Lorsque François Bayrou menaçait la France de gros désagréments, vraiment de risques énormes à ne pas prendre des décisions courageuses et douloureuses, est-ce que malgré tout il avait raison? On est au pied du mur, il a dit si on ne prend pas les décisions nécessaires, ça finira très mal. C'est du bluff il avait parfaitement raison, seulement il a fait du Bérou, c'est-à-dire qu'il a dit des choses et il a fait le contraire. Ou plutôt il n'a rien fait. En fait, on va reconduire, s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de majorité, on va reconduire le budget de François Bayrou de décembre 2024, si je comprends bien. On va repartir à la case départ. On va reconduire le budget. Mais finalement, vous savez, dans le mal, il y a toujours pire. Et donc, en fait, quand je constate que finalement, dans la loi de finances nouvelle, on veut encore augmenter les prélèvements obligatoires et ne pas faire d'économies, je me dis que finalement, le mal actuel est mieux que le pire à venir. Mais c'est évidemment pas la solution. Il faut du courage. Et ce que nous devons attendre de nos hommes politiques, hommes au sens large, hommes et femmes politiques bien sûr, c'est du courage. Et le courage pour réduire les dépenses de l'État. Le courage est très cher en ce moment, monsieur Jean-Philippe Delsol. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir été sur Sud Radio. Merci, et je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver bientôt. Bonne journée. Avec plaisir. Sud Radio. Mais oui, qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio. Et en attendant notre invité Pierre de Jonghe, je reçois Cécile de Ménibus et Philippe David, parce que sur Sud Radio, il va y avoir non pas du changement, mais d'évolution. Nous sommes très soucieux d'être à l'écoute de nos auditeurs, d'être proches du pays réel. Notre thème, c'est Parlons vrai, mais quand on dit qu'on va parler vrai, il faut se donner les moyens de parler vrai, les moyens humains, les moyens intellectuels, les moyens radiophoniques. Nous sommes des journalistes à part entière, nous croyons à notre métier. Alors il y a des médias qui disent que ce sont des médias libres, ben nous aussi on est des médias libres, nous aussi on a de la vérité, et nous sommes totalement indépendants de tout intérêt. Donc lorsque nous parlons vrai, nous le disons avec le cœur, avec sincérité. Philippe David, Cécile de Ménibus, votre émission qui est Les Vraies Voix, ouais. Ça va être les vraies voix qui écoutent les Français, qui écoute les auditeurs, qui écoute la France. C'est toujours le cas. D'abord, on vous souhaite une bonne année. Bonne année, Perico, bonne année. Merci. Bonne année à l'équipe, Julien, à la Réal, Emmanuel. On accepte vos bons voeux dont on va bien besoin. Absolument. Alors, c'est une émission d'accueil, de débat, de joie, de légèreté parfois, avec des sujets qui sont parfois graves. Mais entre les débats, il y a toujours de l'amusement, de la vraie vie. C'est un déjeuner de famille tous les soirs. L'horaire change, c'est pour ça qu'on est là ce matin avec Philippe David. Vous avez rien dit, Philippe, depuis tout à l'heure. Ah ben non, mais je laisse la parole aux femmes, je ne veux pas faire accuser de mansplaining. Mais allez-y. C'était à quelle heure jusqu'à présent? Avant, c'était 18h, 20h, et maintenant, c'est 17h, 19h pour la première partie. Et on dîne. Voilà, c'est ça. En même temps, ce qui va bien arranger Philippe David. Et après, il y aura une seconde partie où Philippe sera seul avec François Libourneau et qui laissera la parole comme la parole sera totalement ouverte pendant 1 heure avec des thématiques, mais je le laisse le raconter. Alors, pour la partie du 19h à 20h, ce qui change, c'est que donc déjà, on a avancé d'1 heure. C'est qui m'a mise dehors, déjà, c'est la première des choses, c'est important de le dire. Comme chantait Pascal Obispo, tu vas me manquer. Ah, vous le faites bien. Quel escroc. Mais vous êtes très complémentaires tous les deux. Non, mais c'est un escroc, ça. Non, on est un peu comme Henri est très égay, Jacob et Delafont. Comme il n'a pas de famille, ce qui n'est pas votre cas, Cécile, c'est pour ça qu'il a un petit peu de temps disponible. Donc, oui. Non,
mais il y a Boule et Bill. Qui est Bill? Ne coupons pas les cheveux en quatre. Allez, parlons vrai, Philippe. On va donner la parole aux auditeurs. Ça va s'appeler, a priori, les vraies voix qui font parler la France de 19 à 20. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 sujets. Quand il y aura une actu très très lourde, on prendra peut-être qu'un sujet. Et c'est à vous de nous appeler. Ce soir, on va voir notre premier sujet, c'est la grève des médecins. Les médecins ont-ils raison de se mettre en grève? Vous êtes profession médicale, que ce soit médecin, dentiste, sage-femme, kiné, ce que vous voulez. Vous habitez un désert médical. Venez nous dire ce que vous pensez de cette grève des médecins. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur le numerus clausus, ou est-ce que vous pensez que ça ne va pas encore assez loin? On attend vos appels. Le numéro est toujours le même, et Cécile le connaît par cœur, comme vous, comme Maud, comme moi, le 0826 300 300. Et puis, le deuxième sujet, c'est quand même un sujet très chaud dont vous êtes friand, Perico et Maud, c'est les agriculteurs qui ont repris certains blocages, pas plus tard qu'aujourd'hui, et on vous pose cette question: les agriculteurs doivent-ils arrêter les blocages ou durcir les blocages? Vous êtes agriculteur, que vous soyez producteur de céréales, que vous soyez viticulteur, que vous soyez éleveur bovin ou ovin, on attend vos témoignages au 0826 300 300, surtout qu'on est à une semaine de la décision qui va tout changer, oui ou non au Mercosur, puisque ce sera le 12 janvier prochain que la décision va être prise, et a priori l'Italie a changé de côté. Alors c'était intéressant parce qu'on a fait, vous savez, quand les premiers blocages sont arrivés avec les agriculteurs, ils étaient totalement désespérés, et en fait on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre l'antenne, qu'on leur donne la parole, et en fait on a eu un flot d'appels d'agriculteurs totalement désespérés qui se parlaient même entre eux, donc on a laissé libre l'antenne totalement, ce qui nous arrive jamais, et c'était génial. Et on s'est dit, bah là, il faut qu'on leur donne encore plus la parole avec ce qui va se passer entre 17h et 19h et entre 19h et 20h. Je dois préciser, Cécile et Philippe, je suis arrivé sur Sud Radio début octobre. J'avais fait d'autres médias avant, je connais le contact avec les auditeurs qui appellent, et on respecte tous les auditeurs. Je reconnais que sur Sud Radio, il y a un échange, une qualité avec les échanges avec les auditeurs, car nous entrons dans le débat avec eux. Souvent, sur d'autres médias, ils appellent, ils témoignent, on répond, merci pour votre témoignage. Ici, nous entrons en débat, et quand ils appellent, ils savent qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Quelquefois, on n'est pas d'accord. Souvent, ils manifestent d'ailleurs leur désaccord avec ce qu'on vient de dire à l'antenne, mais nous échangeons dans un dialogue qui est constructif, et c'est vraiment la radio des auditeurs. Qu'ils le sachent, hein, ce numéro 0826 300 300, je dis que c'est un peu une urne dans laquelle ils peuvent voter, ils peuvent s'exprimer, et Sud Radio, parce que nous sommes dans le Parlons Vrai, que nous le démontrons tous les jours par la liberté de parole et de ton, quelquefois de l'insolence, beaucoup d'humour, bon, on peut même se tromper quelquefois, on le reconnaît quand on se plante, parce qu'on est toujours en direct, on peut avoir une mauvaise interprétation, mais nous sommes là en tout cas pour parler vrai, et les auditeurs sont toujours très sensibles. Est-ce qu'on a justement reçu des auditeurs? Nous avons Frédéric qui nous appelle de la capitale, de Paris. Rappelons que Sud Radio, c'est vrai comme elle s'appelle, c'est la moitié méridionale de la France, au sud de la Loire, mais on nous écoute dans toute la France. J'ai des gens qui nous écoutent à Metz, à Lille, à Strasbourg, et même de l'étranger. Et là, Frédéric, vous appelez de Paris. Frédéric, est-ce que vous aimez Sud Radio? Oui, bonjour, beaucoup. Bonjour. Beaucoup, c'est sympa, parce que, bonjour, et meilleurs vœux d'ailleurs. Merci. Meilleurs vœux aussi, Frédéric. Vous aussi, merci. Tout le monde, hein. Merci. Non, moi j'aime bien le Sud Radio, parce que, ici dit, on traite de beaucoup de sujets déjà, et on c'est très libre la parole, aussi bien de vos invités en direct sur le plateau que de vos auditeurs. La parole est très libre, chacun vient donner son avis, on en discute, on en débat, et ça, je trouve ça sympa. C'est ce qui manque à notre pays. Quand êtes-vous intervenu la dernière fois? Frédéric, quand est-ce que vous êtes intervenu la dernière fois sur Sud Radio? Oh, il y a un mois, non? À peu près. Et vous étiez content? Est-ce que vous étiez content Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? Étiez-vous content du traitement qui vous a été réservé? Avez-vous été entendu et écouté? Oui, même si votre invité n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais bon. Ah bah voilà, ça c'est. Mais très bien, très bien. Mais il faut le dire hors antenne. Si vous voulez qu'on soit d'accord avec vous, vous le dites hors antenne, comme ça on s'arrange. Non, je plaisante. Non, mais justement le but est. Moi j'ai des amis qui me disent on aime bien débattre avec les gens qui sont du même avis que nous. Bah oui, bien sûr. Facile. Mais on va vous poser une question qui est quand même vitale pour Cécile et moi. Qui préférez-vous comme couple? Maud et Perico ou Cécile et Philippe? Attention à ce que vous allez dire. Et souvenez-vous dans quelle tranche horaire vous êtes actuellement. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Frédéric. Non, ne répondez pas. J'ai entendu les deux.
Et j'aime les deux. Juste un petit mot pour l'émission, comme Frédéric, en fait, on a créé des rubriques dans les vraies voix entre 17h maintenant et 19h. On a une rubrique qui s'appelle Si vous étiez ministre, et en fait, ils rentrent intégralement dans le costume. Génial. On les appelle monsieur et madame le ministre ou la ministre en fonction du souhait de la personne qui est en face de nous. Ils nous racontent effectivement une première mesure qu'ils feraient en tant que ministre, et ils sont hyper contents parce que on les a nommés à un moment donné. On va passer sur forcément à la fin de mois janvier. Si vous étiez maire. Voilà, qu'est-ce que vous feriez? Il y a aussi une autre rubrique qu'on a créée. C'est scandaleux ou c'est génial dans ma ville. À un moment donné, vous n'êtes pas content contre votre maire ou contre une chose qui a été mise en place, ou vous en êtes très très content. Donc voilà. Donc on leur donne de plus en plus la parole aussi. Cécile de Ménébus, rappelez-nous, à part le redoutable Philippe David, qui avez-vous comme partenaire dans cette émission? Alors on en a plein, puisque nous avons autour de cette table des vraies voix. Philippe Bilger, bien entendu, Françoise Degois, nous avons Éric Revel, et nous avons plein de gens de la société civile, des commerçants, des consultants, des monsieur et madame tout le monde. Voilà, on veut que la parole soit donnée à tout le monde, et on ne veut pas que ce soit que des experts qui parlent entre eux. Tout ça est très alléchant. J'espère que vous nous laisserez un peu d'audience quand même. On partage. Et puis il y a quand même nos deux sujets du soir. Cécile, si vous voulez les teaser. Vite, on est dans le teasing. Alors, on va commencer. Maduro, Groenland, Donald Trump est-il incontrôlable? Vaste programme, puisque maintenant il parle carrément de, pourquoi pas, renverser le président colombien et de reprendre le Groenland, donc c'est toujours intéressant. C'est sans limite. Et puis on reviendra aussi sur le verglas et la météo, parce que c'est quand même un sujet très important. Et le deuxième sujet, Philippe? Le procès du cyberharcèlement de Brigitte Macron. Il y a eu des condamnations à la prison avec sursis. Est-ce que pour vous c'est normal ou scandaleux? On attend évidemment, comme toujours, vos témoignages à ce numéro qui est le plus important de France, le 0826 300 300. Et Cécile, vous m'avez glissé une idée à l'oreille là, par télépathie. Si on a un ministre dans les vraies voix qui est prêt à faire comme mesure de me nommer président à vie, moi, je crois que je serais très content. Bon, je l'emmène à l'EHPAD. Je vous rappelle dans un instant. Oui. Donc, on vous retrouve pas ce soir. On va d'abord le laisser consulter tranquillement chez le psychanalyste. On a Jean-Henri Rideau, docteur en psychologie ce soir, ça tombe bien. Voilà, dites-nous si vous étiez malade quand vous étiez petit. Et en tout cas, on vous écoute avec ferveur et attention ce soir, donc à 17h jusqu'à 20h. Absolument. Vous pouvez passer la soirée avec Sud Radio. Vous prenez juste une petite mousse, des petites olives et petits apéritifs. Vous allez passer une soirée d'enfer avec nos deux Tribélions. On vous embrasse très fort. Maud et Perico, vous êtes bien entendu les bienvenus chez nous quand vous voulez. Si vous nous invitez, on viendra, attention. Il y aura du saucisson, c'est bien. Merci. Vous savez comment la pâter. Bon, chers auditeurs, vous restez bien avec nous. Elle est bonne. Pas mal. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. On va parler d'un sujet un peu moins drôle pour le coup, Donald Trump, toujours. Est-ce l'occasion pour la France d'affirmer sa souveraineté? On se retrouve tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors nous allons recevoir Pierre de Jong, le colonel Pierre de Jong, qui est un expert en géostratégie. Nous vivons les aléas du direct. Il y a eu un peu de retard dans son train, donc il arrive. Du coup, j'ai gardé Philippe David et Cécile de Ménébus pour parler de cette actualité internationale. L'émission s'appelle La France dans tous ses états, mais ça nous touche, ça met la France dans tous ses états. Cette intervention américaine au Venezuela, donc capture du président Nicolás Maduro par un commando américain qui est allé se saisir du chef d'État, qui l'a amené manu militari, menottes au poignet aux États-Unis où il va être jugé. Situation tout à fait exceptionnelle. Je dois dire, et je vous prends en témoin tous les deux, entre le 24 février 2022, où on a la Russie qui décide de rentrer en Ukraine pour d'ailleurs virer le régime. C'est un petit peu la même opération que le Venezuela. On se dit, bon, violation du droit international. Et là, nous avons une autre violation du droit international, alors que ce sont des pays qui sont tous les deux à l'ONU. On va chercher un chef d'État parce qu'on l'accuse et on le met en prison. On assiste, alors nous sommes réjouis, nous, journalistes, de vivre des instants d'actualité aussi puissants, aussi bouleversants. C'est du jamais vu dans l'histoire, on est d'accord? Absolument, absolument, c'est du jamais vu. Et l'image, elle est très choquante, mais dans tous les sens du terme, en fait. On voit qu'un chef d'État se fait arrêter par un autre chef d'État. L'histoire, elle raconte quand même énormément de choses derrière.
On a Frédéric qui est en ligne. Frédéric, vous étiez avec nous il y a quelques instants pour dire tout le bien que vous pensiez à cette radio. Que vous inspire cette actualité où on a les États-Unis, première puissance mondiale, première démocratie mondiale, et le président des États-Unis décide d'aller capturer un autre chef d'État et de l'amener, comme on voyait les prisonniers, les captifs de l'Empire romain, l'empereur traînait derrière lui le chef vaincu, et là il l'amène corde au cou aux États-Unis. Ça vous inspire quoi, Frédéric ? Rien n'a changé en 2000 ans. Ça m'inspire que je vois un Donald Trump qui va au bout de ce qu'il dit, de ce qu'il annonce. Je crois savoir qu'il y avait une enquête ouverte d'ailleurs contre Maduro par la Cour fédérale américaine déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y avait déjà eu des arrestations, d'ailleurs dans l'entourage de Maduro, dans le cadre de cette enquête. Il est allé chercher le gars, c'est un chef d'État, c'est un dictateur, à la tête d'un pays qui est certainement un très beau pays, mais qui souffre énormément de cette dictature qui dure depuis longtemps, puisque Maduro a pris la suite de Chavez, qui n'était pas non plus un très grand démocrate. La gauche française hurle à raison, puisque c'est un de leurs amis. Ils hurlent moins que le droit international pour le retour des OQTF n'est pas respecté par certains pays d'Afrique et d'Afrique du Nord. Alors on les entend pas du tout. Le droit international, vous savez, on en fait un peu ce qu'on veut. Avec le droit international, on a attaqué la Libye, on a attaqué l'Irak, on attaque la Syrie. Tout à fait. On est resté longtemps dans la région sahélo-saharienne. C'est toujours selon le droit international. Donc on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et je crois que Trump bouscule tout et dit, moi, je suis président américain, je défends les États-Unis, je défends mes intérêts. Je fais la guerre contre le narcotrafic. Maduro est partie prenante, je vais chercher Maduro. Moi, je rêve de présidents en France et en Europe qui auraient le même courage de dire, tiens, je vais défendre les intérêts français pour une fois. Je vais défendre les intérêts allemands, les Allemands le font, Frédéric, mais pas la France. Nous assistons tout simplement à une application à une échelle gigantesque d'un concept français qui est le droit d'ingérence inventé par M. Bernard Kouchner à l'époque. Oui. Et on disait, mais droit d'ingérence, oui. Le droit, la morale, a droit d'intervenir là où la barbarie domine. Frédéric, est-ce que vous pensez que Donald Trump va attaquer Pyongyang et se saisir de Kim Jong-il? Ça va être Kim Jong-un, il est mort. Kim Jong-un. C'est peut-être un peu plus tendu. Ça va être plus tendu. Est-ce que vous pensez qu'il peut débarquer sur Tel Aviv et se saisir de Netanyahou, qui a été reconnu comme criminel de guerre? C'est compliqué, la situation internationale à ce niveau-là. Mais je crois que Trump est un gars qui ne sait pas dire rien. Je pense que si demain, en parlant de Kim Jong, si demain il sort son sous-marin lanceur d'engins et que Trump est toujours là et que Trump considère qu'il y a un risque, il serait peut-être bien capable d'aller le chercher. Ça, c'est pas impossible. Quand on voit ce qu'il a fait avec Maduro, on peut se dire qu'il peut le faire avec d'autres. Alors, la différence, c'est que le ciel nord-coréen est beaucoup plus surveillé par la Corée du Nord que le ciel vénézuélien. Donc, à mon avis, le moindre hélicoptère des forces spéciales qui arrive aurait quelques soucis assez rapidement. Surtout que c'est le pays le plus militarisé du monde par habitant, la Corée du Nord. Nous sommes confrontés à quel dilemme? Il y a un salaud qui est au pouvoir. Est-ce qu'on a le droit, nous, démocratie porteurs de la morale, d'intervenir en violation du droit international? Et non, mais justement, tout le problème est là. C'est un excellent sujet de philo. Et on a vu le président de la République dire un premier communiqué en disant finalement Trump a eu raison parce que Maduro est quelqu'un de profondément détestable. Et tout à l'heure, il y a un communiqué d'Élysée disant oui, mais attention, la méthode qu'il a choisie n'est pas la bonne. Donc le débat reste ouvert et nous continuons à en discuter avec Pierre de Jong. Et nous avons Xavier au téléphone. Xavier, on vous écoute. Bonjour Perico, bonjour Sud Radio, bonjour Philippe, bonjour Cécile. Bonne année. L'année commence bien. L'année commence sur les chapeaux de roue avec de telles actualités. Avec un président Trump qui reprend sa casquette de cow-boy pour repartir à l'assaut de l'Amérique du Sud, du Groenland et bientôt du Moyen-Orient. Je pense qu'il va encore nous surprendre d'ici la fin de son mandat. Il y a encore 2 ans à tenir, 2 ans et demi à tenir avec un fou furieux à la tête de la plus grande puissance au monde. Donc, c'est le symptôme à mon sens, c'est le symptôme d'un empire déclinant qui devient de plus en plus agressif
Même si effectivement ça a été dit à plusieurs reprises, les États-Unis ont déjà attaqué d'autres États pour des prétextes en fait pour atteindre les ressources pétrolières. Donc bon, nous je pense que la France, c'est bien que le Quai d'Orsay produise ce communiqué là pour rappeler les bases. C'est que nous on défend le droit international, on défend le cadre d'un règlement des litiges qui soit pacifié par le droit et non pas par la force. Sinon on revient au Moyen-Âge, on revient il y a 2000 ans. Et puis comme on a des bombes nucléaires, on peut tous s'entretuer. Alors si c'est le rapport de force uniquement qui doit régler les conflits internationaux, je vais vous dire c'est vraiment un recul majeur de l'humanité. On a créé l'ONU, je vous rappelle, en 1945 pour justement éviter les guerres mondiales, éviter les boucheries, parce que les États étaient incapables de régler leurs conflits par la paix. Alors si on laisse faire les États-Unis et qu'on valide ce type d'action, en fait on repart en arrière. Donc moi je suis fier quand même que la France, par le biais du Quai d'Orsay, ait produit ce communiqué pour dire oh là, stop, nous on valide pas cette méthode-là. Maduro, c'est peut-être pas le meilleur chef d'État au monde, mais il y a quand même la moitié des pays dans le monde qui sont des dictatures. Alors si on doit attaquer toutes les dictatures, on n'a dit pas ça. Merci Xavier. Effectivement, vous mettez le doigt sur l'aspect le plus polémique de cette intervention des États-Unis au Venezuela. Pierre de Jonc est arrivé dans le studio. Merci d'être là. Pierre de Jonc, colonel Pierre de Jonc, vous êtes président de l'Institut Temnis, vous êtes un observateur hors pair des situations de géopolitique et des situations internationales. On débat avec les auditeurs de Sud Radio. Effectivement, il y a ce double discours de la France. En un premier temps, le président de la République qui dit il faut comprendre, Maduro c'est quand même un voyou, donc c'est pas mal qu'il ait été dégagé, et puis se rendant compte de sa bourde en tant que chef d'État, en tant que président de la République française, dans la mesure où il fait un déni du droit international. Ce matin, haute communiqué, oui, mais la méthode est pas la bonne. De quel côté faut-il pencher? Est-ce qu'une démocratie doit se donner le droit d'intervenir à un moment donné quand le seuil devient insupportable? On intervient dans la vie d'un État étranger, ou est-ce que les règles du droit international sont sacrées, comme l'a rappelé Xavier tout à l'heure, en fonction des valeurs de l'ONU, et on n'a pas le droit de franchir ce seuil? Alors, de toute façon, le problème est le suivant, c'est qu'en fait, le droit international est un droit qui est vivant et qui évolue. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il faut prendre conscience, il faut acter le fait qu'aujourd'hui, le droit international se transforme, d'autant qu'on voit bien que l'élément de régulation de ce droit international, ce sont les Nations Unies, et aujourd'hui, ils sont aux abonnés absents, puisqu'ils sont contrôlés par le Conseil de sécurité, par le droit de veto de 5 États, et donc, entre autres de la Chine et de la Russie, là entre autres des États-Unis. Donc globalement, aucune décision ne pourra se prendre. Donc ce droit international peut évoluer. Donc aujourd'hui, on est dans un autre système dans lequel on voit que les États-Unis sont rentrés dans un modèle, je dirais, de stratégie des ressources quelque part, ou même stratégie de la coercition. On va vers un modèle dans lequel il y a l'expression de la force. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Alors évidemment, on peut regretter de ne pas vivre dans un monde parfait dans lequel les gens se lancent des fleurs toute la journée et quelques roses en même temps. Mais le problème, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut prendre conscience d'un état de fait. Alors, encore une fois, le fait que l'État français ne soit pas d'accord, et on peut le comprendre avec d'autres Européens, que l'État ne soit pas d'accord, la France ne soit pas d'accord avec les modalités qui ont été retenues, mais c'est bien qu'il m'a mis une ambiguïté, puisque le président lui-même, hier, a été plus ambigu sur le sujet. Donc, encore une fois, l'État doit effectivement, un État démocratique comme le nôtre doit effectivement exprimer sa surprise devant les modalités, mais en même temps, c'est un droit qui évolue. Je pense qu'à terme, ce droit va évoluer très vite, parce qu'on va vers un modèle qui est un modèle de partition du monde entre les 3 grandes puissances, parce que c'est comme ça, c'est le retour des grandes puissances. Les États-Unis, le doctrine de Monroe sur le continent américain, la Russie sur le continent européen et africain malheureusement, et évidemment la Chine dans son espace asiatique. Et en fait, il y a une forme de répartition des rôles. Alors encore une fois, j'ai pas dit que c'était bien. Simplement, c'est un constat que je fais, et aujourd'hui, Trump a mis la machine en avant toute. Aujourd'hui, il est littéralement allié avec Poutine, parce qu'ils ont des intérêts. Chacun est dans son monde. Et j'imagine que l'opération qui a été menée il y a 2 jours et 48 heures à Caracas n'a pas dérangé Poutine plus que ça. On voit d'ailleurs que la prise de position russe est relativement faible. Est-ce qu'en gros, ce que vous voulez faire Vladimir Poutine en février 2022, c'était une forme d'opération au Venezuela? Il voulait faire tomber le régime Zelensky, qu'il ne supportait pas. Il a utilisé d'autres moyens beaucoup plus violents puisqu'il y a une invasion, mais le but elle-même, c'est de faire tomber un régime. Alors en fait, effectivement, 2014 et 2022 surtout, c'est exactement le même processus, mais la grande différence,
différence, c'est qu'à ce moment-là, Trump n'était pas aux affaires. Trump arrivant aux affaires, là, il a une forme d'effet miroir. Cet effet miroir fait qu'aujourd'hui, vous avez une convergence des temps, une convergence des stratégies, une convergence des logiques quelque part, et dans lequel nous, Européens, on n'est pas prêts. Puisque on était sur un modèle, je dirais plutôt, alors j'exagère un peu, peace and love, comme on dit. Oui. La vie était belle, vous voyez. Voilà, on avait des budgets, encore à l'exception de la France, qui faisait un effort dans le domaine de sa défense. Mais c'est vrai que les Européens étaient plutôt paisibles avec des défenses qui étaient confiées aux États-Unis. Et d'un coup, patatras, le grand frère américain, et il change de logique. On dit, mais c'est pas bien qu'il fasse ça. Mais il fait ce qu'il veut. Le rôle des États, le rôle des nations, c'est justement d'être leurs propres acteurs. Et là, il y a une véritable connivence, c'est bien le mot, entre les Russes, les Chinois, bien évidemment, les Américains, et le plus loin que ça, d'autres, les Indiens, les Turcs, etc. Parce que ça va réveiller toute une série de particularismes, et chacun, dans sa sphère d'influence, va se sentir pousser des ailes. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec Pierre de Jong et nous débattons, nous essayons de décrypter les enjeux, l'impact de l'intervention des États-Unis au Venezuela sur la vie de la politique française. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec le colonel Pierre de Jong, nous décryptons la situation au Venezuela, ce qui s'est passé gravissime. Colonel, est-ce que le monde est bouleversé? Est-ce qu'on vit une nouvelle époque entre février 2022 où le chef d'État de la Russie décide de rentrer en Ukraine pour faire tomber le régime de Zelensky et j'allais dire repousser la possibilité que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et là nous avons un autre enjeu, c'est sous prétexte du narcotrafic. Les États-Unis vont à Caracas, capitale de Venezuela, se saisissent du président vénézuélien, le ramènent et vont le juger aux États-Unis. C'est le droit international qui est totalement bouleversé, ou c'est une donne à laquelle il va falloir se faire parce que peut-être les règles sont en train de changer? Oui, c'est exactement ça. Le droit international est en train d'évoluer. C'est un modèle vivant qui est en train d'évoluer, et il évolue non pas sous l'impulsion des Nations Unies qui étaient en charge de cette évolution. C'est plutôt les grandes puissances qui vont le faire évoluer. Et de toute façon, les puissances inférieures ou plus petites, elles n'auront pas la capacité aujourd'hui de transformer les choses. On voit bien qu'aujourd'hui, en Europe, le Luxembourg a le même poids que la France dans les débats. Oui. Alors, on peut le comprendre démocratiquement, mais c'est vrai que la question peut se poser. Donc tout ça, ces questions arrivent très concrètement. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est qu'on oublie l'histoire le plus souvent. Pourquoi c'est une période compliquée? Parce que les grandes puissances bougent. Russie, Nations Unies, Russie, États-Unis et Chine. Avant, rappelons-nous la Grenade, rappelons-nous Panama, il y a quelques années, quand les Américains ils ont été rappelés. Mais ça, on l'a évoqué. L'Irak, bien sûr. Le Kosovo, on a été bombardé en 98, alors que c'est un État qui était, ingérence, que je sache, ingérence. Donc encore une fois, c'est pas, et les Français étaient à la manœuvre, que je sache, quand on a bombardé Belgrade en 98. Donc très concrètement, notre modèle est un modèle, parce que quand c'est les autres, c'est pas bien, et quand c'est nous, c'est bien. Ça se faisait plus hypocritement, et même la chute du Salvador Allende en 73, c'est une ingérence des États-Unis via l'armée chilienne. Mais là aujourd'hui, on va directement, on envoie un porte-avions, on envoie un commando, on prend le bonhomme et on le ramène. C'est quand même des méthodes. Ou alors on rentre en Ukraine parce qu'on a estimé. Ensuite, il y a débat sur la légitimité ou pas de l'action. Qui peut contrôler et réguler ça? Il n'y a pas d'autorité suprême au-dessus de l'ONU qui n'existe plus. Là, je dois dire qu'elle est en état de mort cérébrale. Ça va être vraiment la loi du plus fort. Oui, je crois vraiment, parce qu'en fait, c'est un autre cycle. Rappelons-nous, après la Première Guerre mondiale, on crée la SDN, la Société des Nations, pour réguler les conflits. Ça fonctionne pas. Deuxième Guerre mondiale, on recrée, on supprime la SDN. Vous vous souvenez comment on les appelait? Les parlottes de Genève. Mais exactement. Mais aujourd'hui, c'est les parlottes de New York. C'est pas très différent. Simplement, il y avait une espèce de parapluie de chapeau américain. Puisque, à partir de 1945, il y avait une surpuissance, une puissance dominante qui était les États-Unis, qui est une puissance démocratique par rapport au monde communiste. Donc ça allait pour tout le monde, et tout le monde s'est aligné tranquillement derrière les États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis bougent. Trump fait évoluer la politique américaine. C'est ça le grand changement, c'est ça la grande révolution. Alors justement, question essentielle, il s'avère que c'est l'administration de Trump, c'est le Trumpisme. Est-ce qu'Obama, est-ce que Clinton aurait procédé de la même façon? Vous allez me dire peut-être que Reagan l'aurait fait. Est-ce que les républicains peuvent être plus violents, plus décisifs? Est-ce que
évidemment, il y aura forcément une alternance, on suppose, aux États-Unis. Si les démocrates reviennent au pouvoir, à votre avis, ils garderont cet état de fait et cette capacité pour les États-Unis à intervenir où ils veulent, quand ils veulent, ou ils reviendront à une base plus normalisée des relations internationales? Je ne pense pas que les démocrates soient moins intervenants que les républicains. On est bien la d'accord. guerre du Vietnam a été déclenchée par Kennedy. Ils ont fait la guerre, les démocrates, très souvent. Exactement. Et donc, encore une fois, je ne crois pas. Au contraire, les démocrates sont plus interventionnistes parce que il y a les droits de l'homme, il y a l'intervention, aider les autres, etc. Les républicains sont plus isolationnistes. Il faut comprendre la politique américaine au travers de cette nouvelle logique qui se met en place, qu'on appelle la doctrine de Monroe, 1823, l'ancien président américain. Et vous savez, on a oublié quelque chose déjà. On a oublié, en novembre, il y a un mois, il y a eu ce qu'on appelle la revue stratégique ou la nouvelle doctrine américaine qui est sortie. 30 pages. Tout est écrit. Le rapport aux matières premières, le rapport à l'Europe, le rapport aux autres puissances, etc. Tout est écrit noir sur blanc. C'est une doctrine qui se met en place. Qu'elle soit démocrate ou qu'elle soit républicaine n'a pas d'importance. Ceci étant dit, encore une fois, on peut imaginer qu'un pouvoir démocrate arrivant demain matin aux affaires, il pourrait changer de politique. Mais encore une fois, c'est tout bénef pour qui est le gagnant dans l'histoire. Alors nous, en Europe, on considère que c'est pas bien, mais c'est pas notre problème à nous. Justement, on y vient. Père de Jong, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui devenir être atlantiste? On a vécu sous le parapluie américain. Nous avons de l'américano-manie totale dans des pays comme la RFA qui dépend des États-Unis, qui ont toujours été liés. Les Anglais n'en parlent pas, c'est carrément une succursale. Les Polonais ont toujours été pro-américains. Est-ce qu'aujourd'hui le clan atlantiste, y compris en France, quand vous avez certains journalistes, certains médias, certains intellectuels qui veulent dire l'Amérique est sacrée et l'arrivée de Trump est une tragédie, mais quand les démocrates reviendront, c'est la norme, c'est la morale qui reprendra le pouvoir. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui atlantiste en France sans prendre de risques énormes, ou est-ce qu'il faut se mettre à l'évidence, l'Amérique n'est plus une alliée fiable sur lequel on peut compter pour la stabilité mondiale? Vous savez, quand votre femme vous quitte, vous n'êtes jamais content. On est bien d'accord. Donc le problème, c'est un couple qui se transforme, qui se sépare. Donc il faut analyser la situation. Alors après, éventuellement, on peut lui offrir des gâteaux et des fleurs, et puis il va peut-être revenir au bercail. Mais le problème, c'est qu'elle est puissante. C'est une maîtresse femme, cette femme. Donc elle s'en va. Et si on ne prend pas ça en compte, il faut mettre quelque chose. Parce que le problème, on était tellement sereins, les Européens. Vous vous rendez compte, on était sous un beau petit parapluie américain. On était peinards, vous voulez dire. Bien sûr. Je vous prends au mot, Père de Jong. Si nous étions une vraie puissance, s'il y avait une cohésion européenne, une puissance militaire européenne, une unité européenne, que l'on soit vraiment, non pas dans une situation fédérale, mais une situation de cohésion, est-ce que ça changerait la donne au niveau mondial, tant vis-à-vis de la Russie que de la Chine? L'Europe pèse, quand elle se fâche, elle peut faire mal, et quand elle dit non, c'est non. Et en fait, rien de tout ça n'existe, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Mais indéniablement, quand vous faites de l'addition de l'ensemble des armées européennes, ça donne une armée extrêmement importante. Bien d'accord. Des pays fabuleusement riches. Le problème, encore une fois, tant qu'ils vont acheter des F-35 et qu'il y a du matériel américain, je veux dire, il y a déjà un coin dans le dispositif. Alors on peut rêver de quelque chose. C'est vrai que... Rappelons ce que vous dites. On réarme l'Ukraine avec des vieilles armes, et au lieu de les remplacer par du matériel européen, et notamment français, la Pologne, par exemple, préfère acheter du F-35 américain au lieu de se fournir en Europe. C'est surréaliste, quand même. Et des blindés sud-coréens qu'on va payer, nous. C'est surréaliste, quand même. Bien sûr. L'Europe a mis en place un programme, enfin, un système, un véhicule, comme on dit, une logique qui s'appelle la FEP, la Facilité Européenne de Paix. C'est que l'ensemble des Européens va financer, va mettre au pot, et l'Europe va dépenser, va rembourser les États qui donnent du matériel à l'Ukraine. Et ce matériel est un matériel américain. Donc non seulement, si vous voulez, c'est la double dose, non seulement votre femme est en train de vous quitter, mais en plus elle part avec la télévision et les enfants, le chien, les enfants et la bagnole. Alors, colonel, si on va un petit peu plus loin dans cette réflexion, on a une Europe impuissante, on va pas la reconstruire ou la construire d'ici demain matin. Si on avait une attitude un peu gaullienne, est-ce que la République française, avec évidemment une autre configuration que celle qui est aujourd'hui dans ce pays, est-ce qu'on pourrait dire la France reprend son indépendance nucléaire, sa force de frappe, sa souveraineté, elle reste leader de l'Europe bien sûr, mais puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, moi je suis obligé, République française, de retrouver ma force initiale, ma capacité de dissuasion, je veux peser à travers le monde, et il est hors de question que l'on puisse se commettre tel qu'on le fait, sans passer par mon accord, ou en tout cas me consulter. C'est envisageable ça dans une France toute seule? Aujourd'hui, on est trop imbriqué, puis politiquement, je pense qu'il y a peu de chefs d'État qui seraient capables aujourd'hui de reprendre le lead. Tout le monde n'est pas le général de Gaulle, il faut un grand costume, c'est un grand bonhomme. À votre avis, les Français l'accepteraient ou non cette idée? Je pense que les Français l'accepteraient. Les Français ont une espèce de côté un petit peu, ça leur parle. Et puis, encore une fois, c'est toute l'héritage du général de Gaulle qui en fait est ancré en chacun de nous, nos enfants et nos parents, etc. Donc, encore une fois, ça fait partie de notre modèle français. Le problème, encore une fois, c'est que l'OTAN, c'est pas une armée. L'OTAN, c'est la juxtaposition de toutes ces armées.
Donc on pourrait avoir un modèle européen dans lequel vous avez un état-major de coordination, mais qui existe. L'Eurocorps à Strasbourg existe aujourd'hui. Le problème, c'est... J'allais vous le dire, il y a bien l'Eurocorps qui existe. Mais bien sûr. Pourquoi on fait l'Eurocorps alors qu'il y a l'OTAN à côté? Parce qu'on voulait faire un pilier européen. Le problème, c'est que les Polonais, les Allemands, etc., qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Français qu'on a un armement nucléaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui très concrètement? Vous avez une compétition réelle qui se met en place entre 3 pays. Alors les Anglais sont out parce que depuis la guerre en Irak 2010, ils sont fauchés comme les blés et leur armée est à l'os, malheureusement pour eux. Ça a coûté très cher. Ah oui, puis ils sont à l'os. C'est une armée qui a baissé en effectif, en capacité, etc. Donc c'est une armée qui est à l'os. Par contre, il reste 3 armées capables d'avoir un leadership, parce que la guerre, c'est le leadership, c'est le contrôle, c'est être efficient. C'est encore une fois la Pologne qui se fait pour le moment l'armée la plus conventionnelle, en tout cas blindée, la plus lourde d'Europe. On parle de 1400 à 2000 chars, énorme. 2, l'armée la plus perfectionnée, probablement, ça va être l'Allemagne. Ils mettent un argent fou, 500 milliards. Puis on achète. Ils sont pas. Nous, on est endettés jusqu'à l'os. Les Allemands, eux, sont pas endettés. Ils ont de la marge. Donc on dit, ils ont une petite marge, donc ils peuvent s'acheter du matériel. Et nous, on a le nucléaire et une armée, parce qu'encore une fois, l'armée française a des capacités efficientes. Le système fonctionne. C'est une des rares armées européennes qui était encore opérationnelle, qui peut aller sur le terrain, qui peut envoyer des unités, des brigades, etc., sans que ça pose un gros... capacité limitée sur le temps et sur les effectifs, mais on a quand même un peu de conventionnel. On n'est pas totalement désarmé là-dessus. Oui, c'est une armée qui est motivée, entraînée, etc., etc. Le problème qu'on a, c'est l'environnement. Vous parliez d'ISR, tout ce qui est, je dirais, l'encadrement de communication qui est assez faible, encore qu'on fait des progrès. Tout ce qui est transport logistique, là, on n'est vraiment pas les moyens. Tout ce qui est avion, on n'a pas de Galaxy qui transporte 500 types d'un seul coup. On n'a pas ça. Donc sommes-nous si dépendants que ça des États-Unis? On a dit que lorsqu'on a fait l'intervention au Mali, sans le soutien logistique des États-Unis sur certaines pièces ou certaines relations radio, on n'aurait pas pu aboutir. Il y a 2 domaines dans lesquels on n'est pas très bon et dans lesquels les Américains sont très performants. C'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est transport logistique, gros porteurs, etc., etc. Et le deuxième point, tout ce qui est ISR, tout ce qui est communication, écoute, brouillage, etc. Il faut des moyens, il faut les satellites américains. Mais sommes-nous dépendants d'eux sur ces questions-là? On l'a toujours aujourd'hui. Alors, j'imagine un peu moins nos états-majors résonnent et ça doit mouliner sec dans les états-majors, mais aujourd'hui le temps n'est pas mort. On fait comme si le temps était mort, mais le temps n'est pas mort. Moi j'ai des copains qui sont des Américains qui sont actuellement à l'état-major à Bruxelles. Ils me disent concrètement on continue de mouliner. Il n'y a pas eu de séparation. Par contre aujourd'hui il serait de bon ton quand votre femme fait ses valises dans la chambre, vous lui posez la question de savoir est-ce qu'elle fait les valises pour partir ou pour partir en vacances. Donc faut savoir. Et le problème c'est que quand on le téléphone, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout? Je suis pas sûr que Trump aujourd'hui soit dans un état d'esprit qui va, dans lequel il peut communiquer facilement sur ce qu'il est en train de faire. Et pour nous, ça pose un vrai problème. On sait par exemple que les propulseurs d'avions entre les porte-avions, c'est du matériel américain et qu'il y a certaines pièces qui dépendent des États-Unis. Si on les a pas, on peut pas renouveler le matériel. Vous savez qu'à l'heure où on parle, le futur porte-avions, il y a déjà une pièce dans les catapultes. Enfin, c'est pas les catapultes, c'est un modèle électrique. Oui. Il y a déjà des pièces américaines. Ça pose un problème parce que vous savez que les Américains contrôlent ce genre de choses. Un exemple, si on part à la guerre avec notre porte-avions, il faudra demander l'autorisation, aux Américains. Alors, est-ce que toutes ces déconvenues, ces grandes surprises, ces bouleversements, ces traumatismes, sont pas l'occasion de se mettre autour de la table au niveau européen et au niveau français? Alors ça a été évoqué par certains chefs d'état-major. Le général gallois avait dit à l'époque, il y a déjà 20 ans, qu'il faudra à un moment donné concevoir une union européenne. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, concrètement, vous avez évoqué tout à l'heure, si on cumule les forces armées, est-ce qu'on a les moyens politiques, stratégiques, j'allais dire économiques, de faire une armée européenne à commandement unique? Est-ce que ces moyens existent? Je dis pas qu'on est prêt à le faire, mais est-ce que ces moyens existent? Non, absolument pas. Il faut repenser chacune des armées et après voir où est le leadership. Parce que si vous n'avez pas de leadership, c'est pas Mme von der Leyen qui va être capable de faire une armée européenne. Donc encore une fois, il y a une volonté, parce qu'encore une fois, il y a urgence. Très concrètement, vous savez, la doctrine de Monroe, c'est quoi? Vous avez un modèle américain avec Trump qui va escadronner entre le Groenland et puis Panama, voire le Mexique. Premier point. Et bien plus loin, le Pérou, etc. Le deuxième point, vous avez l'Asie. Au milieu, il a abandonné, parce que c'est ça qui s'est passé. Lorsqu'il dit qu'il se désintéresse de l'Ukraine, il a abandonné un fuseau central dans lequel vous avez la Russie qui est surdominante. Encore une fois, pas surarmée, il ne faut pas non plus exagérer l'armement. La Russie, exactement, ils rament suffisamment longtemps, mais ils sont influents. Moi, je vois en Afrique, par exemple, la vitesse à laquelle, vous savez que Wagner est arrivé en RCA, République centrafricaine, en 2018.
En 2022, on avait quitté le Mali. Et à l'heure où je vous parle, 2025, on n'a plus de base en Afrique, sauf une à Djibouti. Il y a une efficience dans tout ça. Et nous, Européens, malheureusement, on est divisés et on parle. Moi, je dis souvent, les Européens, c'est comme les poules dans un poulailler. On est en train de cacter, en train de s'énerver. Mais le renard est quand même là. Le renard russe, c'est pas loin. Nous avons Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question au colonel de Jong? Je crois surtout qu'à l'heure des drones, le drone Trump a lancé une opération chirurgicale et il est préférable d'attaquer le mal par la racine plutôt que d'envoyer des innocents sur le front. Alors bien sûr, le colonel va peut-être me dire le contraire, puisque en tant que de l'armée, il va peut-être militaire, c'est un militaire, voilà, professionnel. Mais je crois très franchement qu'en effet, comme il a très bien dit, le droit international doit évoluer et il doit évoluer en fonction bien sûr de l'évolution aussi de la technique. Et en ce sens, Trump a eu raison d'envoyer, de récupérer cet homme qui, comme on le sait tous, vend de la drogue. Et d'ailleurs, je pense qu'en France, il faudrait faire la même chose avec d'autres pays. Mais bon, bien entendu, il faudrait qu'on ait un Trump à la tête de l'État. Et parce que franchement, quand on voit justement toute cette drogue qui se développe en France, on sait d'où ça vient. Et les pays qui envoient... Attention, ce Venezuela est une plaque tournante, hein, c'est pas vraiment un fournisseur, voilà. Mais c'est important quand même. C'est important, je crois que c'est l'essentiel. C'était ça au début le but de Trump. Alors bien sûr, après il y a un côté économique, puisque Trump est quand même un homme d'affaires et qui voulait absolument récupérer les plateformes pétrolières, mais au départ, c'était pour protéger sa population. En effet, on ne peut pas continuer à voir les gens mourir bêtement parce qu'ils sont drogués, parce qu'on ne peut plus rien en faire. Donc c'est quand même pour moi quelque chose d'important. Et en effet, déclarer la guerre, c'est pas forcément envoyer des troupes sur le terrain, mais plutôt essayer de trouver les personnes vraiment responsables de ce qui se passe dans le monde. Pierre, vous restez avec nous. Le colonel va répondre en quelques instants à votre observation et vous pourrez échanger sur ce dossier vénézuélien. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec le colonel Pierre de Jong, nous décryptons l'embroglio consécutif à ce qui s'est passé au Venezuela avec cette capture du président Maduro par monsieur Trump. Nous sommes, alors, colonel, vous répondez à Pierre qui vous demandait que finalement, oui, d'accord, le droit international est violé, mais c'était une nécessité d'interrompre ce régime. Alors, Pierre a parfaitement raison sur le fond, bien évidemment. Il fallait trouver une solution et c'est vrai que Maduro n'est pas fréquentable. C'est le premier point. Maintenant, l'aspect, si vous voulez, l'aspect lutte anti-narcotrafiquant, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que quelle est la réalité de tout ça? Il y a deux réalités derrière, c'est la lutte contre les trafiquants. La première, très concrètement, c'est le contrôle et la mainmise sur les ressources naturelles. Je vous rappelle que Caracas et le Venezuela, c'est le producteur numéro 1, enfin les réserves numéro 1 mondiales en brut. Ils ont pour plus de 1000 ans de réserves. Donc 1000 ans, vous vous rendez compte ce que ça peut représenter si on devait aller sur un rythme tel qu'on l'a actuellement. Donc c'est impensable. Est-ce que vous entendez qu'avec les États-Unis, c'est jamais désintéressé quand ils viennent quelque chose pour un prétexte moral, mais derrière, en général, il y a toujours un enjeu économique? Mais Trump l'a toujours dit. Il y a qu'à voir encore une fois sa revue stratégique du mois de novembre, où il dit très concrètement que l'objectif des Américains, c'est de trouver des solutions économiques. Les accords qu'ils ont signés avec la RDC, les accords qu'ils ont signés même avec les Ukrainiens, il y a toujours un fonds économique. Donc très concrètement, c'est l'objectif. Ça, c'est le premier arbre qui cache, le premier arbre de la forêt. Le deuxième, c'est quoi? Et bien, en fait, c'est le contrôle de la sous-région. C'est l'affirmation de la domination, en tout cas, du fait que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale sont dans la zone d'influence américaine. Et ça veut dire quoi comme message? À partir de maintenant, vous ne pouvez pas sortir de cette zone-là. Si vous voulez, il faudra vous transformer. Et les pays qui ont intérêt à faire attention, la Colombie, par exemple, qui, elle, produit de la cocaïne, a intérêt à raser les murs. Alors, c'est vrai qu'il y a des élections d'ici à la fin de l'année, et la droite pourrait éventuellement... le régime colombien n'est pas aussi anti-américain qu'était le Et puis, ils sont même assez proches des Américains. Donc, on pourrait avoir des solutions. Le Mexique a un vrai problème, le Nicaragua a un problème, les Cubains ont un problème. Alors, Cuba, est-ce que l'affaiblissement du Venezuela est un danger pour Cuba, qui vit du pétrole vénézuélien? Alors oui, et je pense qu'il n'a rien à craindre les États-Unis, parce qu'en fait, Cuba va tomber comme un fruit mûr dès lors que... Trump l'a dit, je crois d'ailleurs. Oui, absolument. Ça va tomber tout seul. Il n'y a qu'à attendre. Ceci étant dit, vous voyez qu'il parle déjà du Groenland, donc on voit que la stratégie globale de Trump, elle est assez nord-sud. Vous voyez, elle est Amérique du Sud et Groenland. Et ça, c'est pas fait pour rassurer les Européens, parce qu'imaginez
imaginons que les Américains débarquent sur le Groenland. Alors, pour revenir à un enjeu franco-français, est-ce que ce qui s'est passé au Venezuela peut inquiéter les narcotrafiquants marseillais où ils en ont rien à faire? Alors, j'ai pas vu le cours de la cocaïne ce matin. Mais est-ce qu'indirectement, il peut y avoir un moment une incidence sur l'approvisionnement de la drogue? Oui, je pense que oui. Enfin, d'abord, il y a des quantités colossales qui se déversent sur l'Europe et sur les États-Unis. Par la Martinique. Oui. Et puis par l'Afrique, le canal de l'Afrique. Oui, mais je sais parce qu'un parlementaire est allé en Martinique. Il a dit en fait c'est une des plaques tournantes de la drogue. Elle passe par la Martinique. On détourne un petit peu l'attention des forces de l'ordre en faisant des manifestations à l'intérieur de l'île. Pendant ce temps-là, sur le littoral, c'est moins préservé et ils peuvent débarquer la marchandise. Vous avez des cargos, des porte-containers, la Guinée-Bissau, etc. Tout ça, il y a un environnement, il y a des flux logistiques extrêmement importants. Maintenant, cette opération de Trump, elle est intéressante parce que c'est les États qui font la guerre aux narcotrafiquants. Alors, il y a aussi un débat sur le droit de ça. Parce qu'il y a un droit ou pas droit. Il dit, oui, vous comprenez, vous détruisez des avions, des bateaux, vous dites qu'il y a la drogue dedans, c'est pas vérifié. Peut-être, mais le mot guerre fait que vous changez le modèle. Donc, il n'est pas impensable que les États européens, pour s'aligner sur les Américains, parce qu'il ne faut pas oublier on est sur un mode d'alignement, nous Européens en tout cas, il n'est pas impensable qu'on déclenche une guerre aux narcotrafiquants. En tout cas, là, on a des États-Unis qui reprennent la casquette de gendarme du monde, alors avec des opérations de police concrètes, ciblées territorialement. On se doute que la porte est ouverte à d'autres formes d'intervention, puisque finalement le président Trump, il se croit investi d'un droit quasiment divin. Il est détenteur de la justice, de l'ordre moral, du camp du bien et du camp du mal. Est-ce que le risque, c'est que d'autres chefs d'État, Poutine doit être ravi en disant moi, ce que j'ai fait en Ukraine, c'est pas autre chose? Est-ce que Monsieur Xi Jinping à Pékin peut dire mais moi, je vais aller reprendre Taïwan? Ou on n'en est pas tout à fait là, ou c'est une option qu'il ne faut pas écarter? Je pense que le passant de Caracas, c'est un droit de tirage. C'est le droit de tirage pour les États qui ont de la force d'affirmer, encore une fois, leur prééminence dans une zone d'influence, quelle qu'elle soit. La Turquie, la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, évidemment, et les États-Unis. Donc on rentre dans un cadre un petit peu complètement, qui nous bouleverse complètement, dans lesquels les règles qui préexistaient depuis 50 ans, pour faire court, depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont en train de disparaître. Et pour nous, Européens, nous, on était calibrés sur un modèle multilatéral. Les Nations Unies pour le droit international, enfin le grand droit international, et puis l'Union Européenne. En fait, ces modèles multilatéraux explosent. Et Trump le dit en permanence. Depuis qu'il est arrivé aux affaires, Trump explique très bien qu'il ne veut pas parler à Mme von der Leyen, que le modèle multilatéral n'existe pas pour lui. Il parle à des États. Et moi, je connais ça dans d'autres pays. Je connais ça en Chine, et je connais dans d'autres pays. Encore une fois, la relation au multilatéral pose problème pour les grandes nations, pour les grands pays, les grandes puissances. C'est ça le problème. Et encore une fois, la France a des cartes à jouer. Une carte à jouer grâce à plusieurs choses. D'abord, encore une fois, à son influence globale dans le monde, premier point. Et puis deux, l'armement nucléaire, qui reste l'ultima ratio. La puissance militaire reste, il y a le mot puissance, c'est une puissance, quelle qu'elle soit. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne peut pas l'utiliser et elle ne peut menacer personne, la France, au nom de sa force nucléaire. Au risque de rompre avec les États-Unis, ce qu'elle ne peut pas faire. Non, mais le nucléaire, c'est une arme politique. Donc le mot emploi n'existe pas. C'est une arme politique qui est destinée à dire je l'ai et je fais partie de ceux qui l'ont. Et donc je peux affirmer ma souveraineté. Pourquoi? Parce que l'usage du nucléaire se fait que uniquement pour protéger vos intérêts vitaux. C'est de la dissuasion, on est d'accord. On dissuade. Et on n'est pas question de l'utiliser, bien évidemment. Enfin, on peut l'utiliser en cas extrême, mais là, c'est la fin du monde. Oui, voilà. C'est la fin du monde et surtout, on protège nos intérêts vitaux. Bien sûr. Concrètement, on va estimer, alors j'étais bien placé auprès du président de la République, on ne sait pas. Vous avez été de camp pendant 4 ans. Donc en fait, il y a une ligne à partir de laquelle on ne sait pas très bien où ça va se passer. Et donc c'est vrai que cette incertitude dissuade. C'est pour ça que lorsqu'on parle de guerre avec la Russie, ça n'a pas de sens. Parce que si la Russie franchit des lignes qu'on aura matérialisées, nous, du côté de la France, on tirera un missile. Mais le problème, on ne tirera pas un missile s'il y a 3 pelés de tondu qui franchissent la frontière de 50 km. C'est tout le problème là, c'est l'appréciation de la menace. La Russie ne veut pour l'instant, dans l'immédiat, elle n'a aucun intérêt à attaquer l'Union européenne ou l'OTAN. Ce qu'elle veut, c'est résoudre son problème ukrainien. Alors vous savez qu'il y a un vrai débat en Europe et votre question est une question de piège, une question qui est très glissante. Il y a un débat aujourd'hui en France qui dit, très concrètement, la menace, elle est pour en 2 ou 3 ans. C'est ce que disent aujourd'hui les autorités militaires. Et on voit les pays baltes. C'est pas impensable. Mais à l'heure où je vous parle, très concrètement, l'armée russe, je vais vous dire ce que je pense, elle est incapable de rentrer dans un pays otanien. Elle a du mal à prendre déjà certaines villes en Ukraine. On la voit mal s'attaquer. Je pense qu'il mettrait à peu près un siècle pour aller à la frontière polonaise.
qui est une armée, l'armée polonaise en plus, qui est, autant que l'armée ukrainienne, qui l'est aussi très puissante, pourrait répondre de façon très efficace. Et puis dans 4-5 ans, ces armées européennes ont monté en puissance. Je vous rappelle qu'on a signé des accords au sein de l'OTAN. Chaque État européen va monter à 5% d'investissement de la question de défense du PIB. Actuellement, on était à 2,9-3%. Mon colonel, là, le plus urgent pour l'armée française, on est dans le débat budgétaire. Quel est l'effort principal qu'il faut porter pour retrouver une armée opérationnelle, dissuasive et efficace? On n'est que dans le rattrapage. Malheureusement, c'est du stock, des stocks. On n'a pas de stock. On peut avoir une bonne armée, on peut avoir une armée qui multiplie par 2, plus de canons, plus d'avions, il n'y a pas de stock. Recréer des stocks. 2, rentrer dans la guerre des drones. C'est vrai qu'on n'y était pas. On y rentre progressivement. Indéniablement, on fait des progrès dans ce domaine-là. Le 3e point, c'est raisonner en termes d'organisation. On a un modèle armée française qui date des années 90. Un modèle en régression. Donc, il faut réinventer des unités, recruter des hommes, acheter des avions, acheter des bateaux. Ça coûte très cher, on a quelques années devant nous pour le faire. Aujourd'hui, l'opinion française, vous la sentez plutôt inquiète sur la situation internationale, ou elle est confiante dans ces institutions? Alors elle est très très inquiète. Moi j'entends des choses incroyables. Vous savez, la commission politique qui dit il faut que vous ayez 50 € pour chez vous, au cas où, un truc comme ça tue quelqu'un. Avec tout le système, vous savez, le petit document qu'on a reçu il y a quelques semaines disant attention, dans tel cas, faites ça. Ça, c'est pas de nature, si vous voulez, d'une façon générale, à rassurer. D'autant qu'on est un pays très endetté, et les Français savent qu'on n'a pas de capacité d'investissement. Et une armée, ça coûte extrêmement cher. Et si on veut rattraper, ça va demander des sommes relativement importantes. On a surtout envie de se sentir protégé à l'intérieur. Merci Pierre de Jong d'avoir été aujourd'hui sur Sud Radio et d'apporter votre témoignage et vos observations pertinentes. M'est avis que compte tenu d'actualité, il est possible qu'on n'ait pas encore besoin de vos services. Merci, à très bientôt.